Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Daniela Simon, elle est la responsable de la procédure collégiale sur la fin de vie de Vincent Lambert, a décidé aujourd'hui de maintenir en vie son patient tétraplégique dans un état végétatif depuis 7 ans et en état de conscience minimale. Pas de décision donc, les médecins souhaitent la désignation d'un représentant légal, une décision qui va à l'encontre de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'était prononcée en juin dernier en faveur de l'arrêt des traitements pour Vincent Lambert. Mais les parents de Vincent Lambert continuent à refuser cette décision. On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Julie Gradiani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif Ensemble pour le bien commun et vous êtes aux côtés aujourd'hui des parents de Vincent Lambert. Vous les soutenez. François de Closet, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, auteur de La Dernière Liberté, c'est aux éditions Fayard, et votre dernier ouvrage, c'est La France, à qui tout double, et c'est aux éditions Fayard. Julie Gradiani, j'imagine ce soir que vous êtes satisfaite ? En fait, cette décision ou cette non-décision traduit l'embarras du CHU. La réalité, c'est qu'ils auraient difficilement pu prendre, à mon sens, la décision d'arrêter les traitements qui sont un peu plus que des traitements, faut le préciser parce que ce n'était pas très clair dans l'exposé, c'est l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation, qui sont non pas des traitements médicaux, mais des soins de base. Pourquoi ne pouvaient-ils pas prendre une telle décision? Et pourquoi sont-ils embarrassés? Parce que le docteur Simon, chef de l'équipe médicale, est également le conseiller de la femme de Vincent Lambert qui réclame la mise en œuvre de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Elle est donc jugée partie, c'est extrêmement difficile pour elle de pouvoir prétendre prendre une décision en pleine indépendance et impartialité. Il y a là un problème de déontologie tout à fait évident. La deuxième raison... si je puis me permettre, ce n'est pas les raisons qui sont invoquées par l'équipe médicale du CHU de Reims. Ils invoquent quand même des pressions ni par la Cour européenne qui a rejeté cet argument. Cet argument a été complètement rejeté par la Cour européenne. Oui, non, mais laissez-moi finir là-dessus. Moi, je vais vous dire, s'ils se sentent plus à l'aise en invoquant des menaces imaginaires, parce que comme ça, ils peuvent reculer sans avoir l'impression de perdre la face, ça me va très bien et je ne vais pas faire la difficile. Il n'empêche que ce problème de déontologie était évident d'un côté, et que de l'autre côté, l'expertise sur laquelle on se base remonte à 14 mois. Et on sait que les patients comme Vincent Lambert, en état de conscience altérée... L'expertise du Conseil d'État, qui a été donnée au Conseil d'État. Absolument, celle-là... Oui, mais ça, l'équipe médicale du CHU de Reims dit ce soir qu'il y a eu qu'il n'y a pas de changement. Qu'il n'y a pas de changement. Voilà. Alors, eux le disent, d'autres disent le contraire. C'est un cas qui divise... Qui sont les autres? D'autres disent le contraire. C'est un cas qui divise la communauté médicale. Et bien des médecins, vous verrez que les parents de Vincent Lambert produiront des attestations en temps utile. Elles existent, je les ai consultées moi-même, selon lesquelles l'état de Vincent Lambert a évolué. Mais ce n'est pas anormal, vous savez. D'abord, 41% des patients diagnostiqués en état végétatif font l'objet d'erreurs de diagnostic. C'est un chiffre qui est donné par le comité sur la science du coma de l'Université de Liège. Au bout de combien d'années l'erreur? Attendez, et ensuite, on sait bien que les patients en état de conscience altérée évoluent. Leur état ne reste pas stable. Ils peuvent s'améliorer ou ils peuvent se dégrader. François de Closet. Bon, alors, soyons raisonnables. D'abord, vous parlez de l'embarras. S'il vous plaît, voulez-vous dire que c'est vous, votre association, qui l'a créé, en faisant le siège de cet hôpital qui devait délibérer dans la sérénité? Alors ne venez pas dire ils sont embarrassés, alors que c'est vous qui créez l'embarras. On n'en parle plus. Pour ce qui est de l'évolution, non, mais c'est vous qui avez créé l'embarras. Allez, on laisse François de Closet. Deuxièmement, pour ce qui est de l'évolution de la situation, eh bien, effectivement, il est dit dans le communiqué par l'équipe médicale qui suit Vincent Lambert, il est dit qu'il est toujours dans l'état qui était celui des observations sur lesquelles s'est fondé le Conseil d'État. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration. Simplement, il y a l'idée, oui, mais il y a des gens qui disent que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces états qui ont été extraordinairement étudiés par la médecine, on sait que, par exemple, il peut y avoir des réactions réflexes du patient qui ne traduisent pas du tout des réactions conscientes, et que de les interpréter abusivement en disant, vous voyez, il a un état de conscience, il réagit. Les médecins, qui sont les seuls compétents, qui suivent
et étudient ces États, disent que non. Et c'est là-dessus que s'est fondée la décision du Conseil d'État, à laquelle on aurait dû se tenir. C'est vraiment tout à fait abusif, après toutes les procédures qu'il y avait eu en France, d'être monté au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour s'entendre dire que la justice avait été parfaitement rendue en France. C'est vraiment abuser des procédures que de faire ça, au lieu de se rendre à cette douloureuse réalité que, oui, dans l'état où se trouve aujourd'hui Vincent Lambert, la médecine sait qu'il n'y a aucune possibilité de rémission. Julie Graziani, quand vous entendez quand même la femme de Vincent Lambert, Rachel Lambert, qui se bat quand même maintenant depuis des années et qui dit « mon mari n'est pas respecté parce que mon mari, nous avions déjà eu cette discussion-là, il était infirmier, mon mari avait dit si un jour je n'ai plus une vie, ce qu'il jugeait peut-être pas acceptable, ben, je préfère partir et aujourd'hui sa décision n'est pas respectée ». Est-ce que ça vous pouvez l'entendre comme argument? Je l'entends très bien, j'entends également ce que dit sa mère. Je ne vais pas me perdre en conjecture sur ce que peuvent penser les uns ou les autres, de l'interprétation qu'ils pourraient faire de ce qu'aurait pu vouloir ou ne pas vouloir Vincent Lambert. La réalité, c'est que personne n'en sait rien. Donc comme personne n'en sait rien, il faut mettre ce débat de côté par sécurité juridique. Et le seul débat qui vaille, c'est celui de l'état réel de Vincent Lambert. Vous disiez, et c'est juste, la rémission n'est pas possible. C'est tout à fait vrai. Les lésions cérébrales sont telles qu'il ne peut pas y avoir de retour à un fonctionnement normal. Il est tétraplégique, il le restera toujours. Non, ce que vous ne dites pas. Je disais que les réactions qu'il a sont des réactions inconscientes de la vie des médecins. Ce que vous ne dites pas en revanche, c'est qu'aujourd'hui, 1500 patients en France vivent strictement dans la même situation que Vincent Lambert, en état dit possi-relationnel, c'est-à-dire un état de conscience altéré qui n'est pas un état végétatif. Et il faut bien distinguer les deux choses. Un état végétatif, vos téléspectateurs doivent le savoir, c'est quand l'encéphalogramme est plat et qu'il n'y a aucun moment de conscience. Un état de conscience altéré, c'est celui de Vincent Lambert, qui alterne les phases d'éveil et de sommeil. Bon, je vais vous dire, il y a deux problèmes. D'abord, on ne peut pas avoir deux patients dans la même situation qui font l'objet de traitements différents. L'un qui est dans une situation d'arrêt d'alimentation qui va le faire mourir, et l'autre qui fait l'objet de soins, c'est une rupture devant l'égalité des soins. Il faut être logique, si on considère que Vincent Lambert est un cas désespéré qu'on doit faire mourir, on doit appliquer le même raisonnement aux 1500 autres qui sont aujourd'hui dans son cas en France. Et ce n'est pas ce que fait notre gouvernement, puisqu'on a au contraire une circulaire de mai 2002 qui institue des établissements de soins spécialisés pour les gens qui sont dans la situation de Vincent Lambert. Et parmi ces établissements spécialisés, certains sont prêts à l'accueillir. Bon, alors quel est le problème ? Non, mais juste sur ce point, je vois déjà qui répond. On a fait une pomme de discorde entre partisans et opposants de l'euthanasie. Mais ce n'est pas le bon cheval de bataille pour ce débat-là. Il faut prendre un autre cas que celui de Vincent Lambert. Mais reprenons, on va essayer de voir sur quoi on est d'accord et pas d'accord. Imaginez, je vous sors là, une lettre de Vincent Lambert dans laquelle il dit que, en aucun cas, il ne veut qu'on interrompe sa vie. Imaginez qu'on trouve cette lettre. À l'instant même, je rejoins toutes vos positions et je dis qu'il faut se battre pour le faire vivre. Malheureusement, nous n'avons pas cette lettre, mais tout de même, soyons sérieux. Est-ce que vous croyez que c'est avec sa maman, quand on est petit enfant, qu'on dit « Tu sais, maman, si je me retrouve dans un état comme ça, etc. » Non. C'est avec son épouse. Et c'est l'épouse qui sait. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit le Conseil d'État, ce qu'a confirmé la Cour européenne des droits de l'homme. C'est évidemment l'épouse qui sait, d'autant qu'il était infirmier, ce que, sur ce point, pense Vincent Lambert. Ce n'est pas sa mère. Bon, et sa mère parle pour des raisons idéologiques. Parce que, voyez-vous, s'il y avait au contraire une lettre de Vincent Lambert disant qu'il ne veut pas vivre dans ces conditions. Qu'est-ce que vous feriez? Vous vous y opposeriez au nom de vos principes théocratiques. Alors, je vais vous poser la question. C'est-à-dire que vous voulez m'imposer votre conception mais vous n'avez aucune idée de mes principes théocratiques. Mais je voudrais que vous répondiez quand même à François. En l'espèce, il n'existe pas de telle lettre. Julie Graziani, c'est les directives anticipées, c'est prévu par la loi, il n'y a pas de sujet. Julie Graziani, moi, j'ai pas de problème avec ça. Sur la question que vous a posée François de Closet, je voudrais quand même que vous y répondiez. Si en effet, Vincent Lambert avait laissé une lettre en disant
je souhaite mourir si je me trouve dans tel et tel état, justement en état végétatif, etc. Est-ce que c'est une décision que vous accepteriez? Ou est-ce que vous êtes contre l'euthanasie, pour être clair, et quelles que soient les situations, vous dites, moi je suis contre l'euthanasie parce que le droit à la vie, c'est plus fort que tout. Mais non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que si une telle lettre existait, qui s'appelle les directives anticipées, il n'y aurait pas de débat, puisque c'est prévu par la loi, le patient donne ses directives anticipées. Le débat naît du fait qu'il n'y a pas de telle lettre. Et c'est pour ça que je vous dis que le cas Vincent Lambert n'est pas un bon cas. Trouvez-vous un autre cas pour faire progresser la cause euthanasie. Mais laissez Vincent Lambert, ce n'est pas le bon cheval de bataille pour vous. Vous me dites, s'il y a des directives anticipées, il faut les respecter. Bien. À partir de là, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on lance en France une grande campagne, à travers les hôpitaux, les corps médicaux et tout ça, pour que le plus grand nombre de Français, et si possible tous les Français, rédigent, comme je l'ai fait, des directives anticipées qui auraient le mérite d'éviter de tels conflits, de faire en sorte que ce ne soient pas les proches qui soient obligés de décider, ni les médecins, parce que c'est à soi-même de décider. Mais encore, faut-il avoir la lucidité, la conscience et le courage de le faire. Quand je dis aux gens que j'ai toujours dans mon portefeuille les directives anticipées que doivent suivre les médecins si tout à coup je perds conscience, ils me regardent comme si j'étais complètement fou, morbide. Je leur dis, mais enfin, je ne peux pas en même temps dire que, oui, je veux être responsable de ma fin de vie et ne pas assumer cette responsabilité à travers des directives anticipées. Donc, vous êtes d'accord pour qu'on lance cette grande campagne pour que tous les Français dans les hôpitaux, que les médecins demandent aux Français, veuillez rédiger vos directives anticipées. Vous êtes d'accord pour ça? Alors vous avez raison, Julie Graziani, vous êtes d'accord? Vous avez raison, nous progressons. Alors je vais répondre volontiers à votre question, mais je constate qu'elle s'écarte un peu du cœur du Ah ben non, on est au cœur du sujet. En fait, non, vous voulez parler d'euthanasie. Oui, mais on a commencé à parler de Vincent Lambert. Non, mais justement, Vincent Julie Graziani, non, Vincent on avance Lambert vers n'est là. pas en fin de vie. Attendez, Vincent Lambert je ne parle n'est pas du tout d'euthanasie. Moi, excusez-moi, dans mes directives anticipées, je dis simplement, et très précisément, que si je perds conscience, et dans de telles conditions, je ne veux pas être réanimé. Eh ben, c'est très bien, ça s'appelle pas de que vous ayez l'euthanasie. fait ça, ça nous évitera d'avoir une affaire François de Clausel. Ah, ça, vous ne l'aurez pas. Bon. Ça, je peux vous l'assurer. Bon, Julie Graziani, donc, quand même sur cette mois, parce que ça pose la question de la loi Êtes-vous d'accord Leonetti. pour lancer cette campagne? Je réponds volontiers à votre question. Si vous répondez préalablement à la mienne, en l'absence de directive anticipée clairement exprimée de Vincent Lambert, considérez-vous que son cas devrait être traité de la manière dont il est actuellement, c'est-à-dire en le laissant alimenter et hydrater et transférer dans un établissement spécialisé? Non, parce que vous partez de l'idée que Vincent Lambert est vraiment très très heureux dans la situation où il est. Il a envie que ça continue, il s'y complaît. Vous êtes très vous me croyez informé. aussi naïve? Moi, personnellement, il me semble que de vivre dans ces conditions doit être épouvantable. Et que j'ai besoin de savoir de la part de cette personne que c'est comme ça qu'elle veut vivre. Et là, il faut tout faire pour lui permettre de vivre le mieux possible, le plus longtemps possible, mais la présomption, c'est tout de même que de vivre dans ces conditions, c'est assez abominable. Bon, c'est bien, vous avez posé une question à François de Clausel, mais vous n'avez quand même pas répondu à la question qu'il vous a posée. Il y a répondu préalablement. Il y a une loi Leonetti qui va sans doute aller plus loin. Hein. Pour l'instant, il y a des allers-retours, encore des amendements faits par les sénateurs. C'est pas pour demain. Il n'y a pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a cette idée donc de d'écrire ces directives anticipées. Pour ça, il faut que les Français soient au courant qu'ils peuvent le faire, qu'il faut le faire. Il faut que tous les hôpitaux, tous les médecins... lancer une campagne. Est-ce que cette loi Leonetti sur la fin de vie, est-ce que vous la soutenez, cette loi Leonetti, et qui va peut-être aller même plus loin, peut-être, hein, c'est pas fait encore. Est-ce que vous soutenez cette loi, c'est-à-dire sur les directives anticipées, sur le droit aussi à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, quand on ne peut plus rien faire? Bon, alors là, ça me fait 3 questions au lieu d'une. Non, mais est-ce que vous soutenez cette loi Leonetti? Alors, la loi Leonetti de 2005, je la soutiens à une réserve près. Globalement, elle est très bien. Bon, tout le monde le dit, hein, y compris les parents de Vincent Lambert. Bon. Le seul reproche que j'aurais à faire à la loi Leonetti, c'est cet angle mort qu'elle a instauré
en assimilant l'alimentation et l'hydratation à des traitements médicaux, ce qu'ils ne sont pas. Et c'est par cet angle mort aujourd'hui que les partisans de l'euthanasie de Vincent Lambert se sont engouffrés. Donc c'est un problème de cette loi. Pour le reste, elle est très bien. Pour le reste, les directives anticipées, c'est très bien. Je n'ai pas du tout d'objection à ce qu'on en parle davantage. Et si on lance une campagne nationale, en revanche, soyons honnêtes. Il faut envisager la question sous tous ses aspects et informer loyalement les Français. Et il faut aussi les informer loyalement sur la qualité des soins palliatifs. Parce que la demande euthanasique est alimentée, on le sait bien, par le mal mourir. Plus de soins palliatifs, c'est moins de demandes d'euthanasie. Je suis pour les soins palliatifs, bon, on va finir par être d'accord. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Simplement, les directives doivent être obligatoires. Obligatoires pour décharger et la famille et les médecins des responsabilités de décisions extrêmement graves. D'autre part... Alors, je n'irai pas aussi loin, parce que si c'est obligatoire, on a aussi le droit de ne pas avoir d'avis sur cette question-là. Excusez-moi. Ah mais non, c'est obligatoire pour le médecin. Oui, mais on ne peut pas obliger les gens à s'exprimer sur le sujet. Vous n'êtes pas du tout obligé, et si vous ne voulez pas faire bon, vous faites ce que vous voulez. Mais pour le médecin qui a là les directives, il doit les suivre. Ça me paraît essentiel. Deuxièmement, là où je vous rejoindrai, c'est quand vous dites que vous êtes contre le fait que dans la loi Leonetti, on dit, écoutez, si on doit, disons, aider les gens à mourir, on va le faire avec une sédation et l'arrêt des aliments, de l'alimentation et de l'hydratation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sachant que de toute façon, il y a peu d'issue que de mourir, eh bien, on va vous faire partir en agonie. Oui, on vous fait mourir de faim et de soif. Pendant cette période dans laquelle on vous met en sédation, on ne vous alimente plus, etc., que se passe-t-il? On n'en sait rien. Et ça peut être probablement très douloureux. Or, je suis désolé, s'il s'agit de dire, maintenant, il meurt, c'est fini. Pourquoi ne pas utiliser des produits pour arrêter tout de suite la vie? Regardez dans l'affaire Vincent Imbert. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Vincent est arrivé dans le service de réanimation du docteur Chaussois? Le docteur Chaussois a dit « oui, il faut arrêter sa vie ». Et il avait promis à sa mère « Vincent ne souffrira pas ». Et donc il a commencé, comme on doit faire très légalement, par faire une sédation, puis par débrancher. Et là, ayant fait ces gestes, il avait, on est bien d'accord, envoyé Vincent Imbert à une mort irréversible. Simplement, à ce moment-là, il a vu que Vincent s'étouffait, il a vu que cette agonie ne serait pas paisible. Et pensant à ce qu'il avait promis à Marie Imbert, il a fait une piqûre de chlorure de potassium, il a tout de suite provoqué la mort. Mais expliquez-moi pourquoi nous les hommes, nous serions obligés de subir une agonie. Dès lors qu'on meurt, eh bien arrêtons les choses et ne procédons pas selon la loi Leonetti qui, sur ce point, est détestable. Je ne souhaite pas du tout une agonie douloureuse. Comme tout le monde, je vous rassure, la sédation permet d'éviter cette agonie douloureuse. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez des gens qui sont revenus d'une sédation et qui sont morts après 8 jours et qui vous ont dit « ça va, je suis mort ». Monsieur, je le sais parce que mon père est mort d'un cancer il y a à peu près 6 ans de cela et qu'il a fait l'objet d'une sédation terminale qui lui a épargné une agonie douloureuse et j'en suis tout à fait satisfaite. Les patients en fin de vie, de toute façon, à un moment donné, arrêtent de s'alimenter et de s'hydrater. Ils n'ont plus envie, le corps ne suit plus. C'est différent avec Vincent Lambert, qui lui a toujours cette capacité à déglutir et à digérer parce qu'il n'est pas en fin de vie. Julie Gradeni, c'est quoi la prochaine étape maintenant? Quelle prochaine étape? Pour l'affaire Vincent Lambert? Pour l'affaire Vincent Lambert, oui. La prochaine étape, ça serait le transfert dans un établissement spécialisé qui a proposé de l'accueillir. C'est tout simple. Il y a un débat médical sur la question et il y a une famille qui se déchire. Est-ce qu'il y a vraiment urgence à précipiter la fin de sa vie? Est-ce qu'il y a urgence à abréger ses jours? Il y a combien d'années qu'il est dans cet état? Transférons-le dans un établissement spécialisé, réévaluons son cas au bout de 12 ou 24 mois. On sait aujourd'hui qu'il peut déglutir. Il y a une vidéo qui le démontre. Pardonnez-moi, on le voit, c'est impossible de dire le contraire. La déglutition ne trouve pas la conscience, soyez au courant de ce que dit la médecine. Alimentation, plaisir. C'est la fin de ce débat. Merci François de Closet d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Julie Gradiani. Je vous retrouve dans un instant pour un rappel des titres et puis la seconde partie, notre second débat de la soirée consacré ce soir à la Turquie. Y a-t-il un risque ce soir d'importation du conflit syrien en Turquie? La Turquie a-t-elle été trop complaisante
complaisante vis-à-vis de l'organisation de l'État islamique? Voilà les questions que nous poserons à nos invités. Nous serons notamment avec l'ambassadeur de Turquie en France. A tout de suite.